Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Sinfiles. Comment vas-tu Valérian? Écoute, Jules Melon, ça va et toi? Bah écoute, ça va fort bien en plus. On a décidé un petit peu comme ça à la volée, bon il y a quelques jours, de fêter, alors plus ou moins, les 40 ans d'un film qui a marqué le cinéma français et même international. D'ailleurs, 10 ans après le décès de son créateur, un certain Chris Marker. Alors je prends l'accent anglais, mais c'est Chris Marker en fait, hein. C'est un Français, le monsieur, qui avait un pseudonyme. Et on va parler ici peut-être de son œuvre ultime. Bon, après il y en a eu d'autres, hein. Un court métrage, roman photo de science-fiction, intitulé La Jetée, qui a tant inspiré, qui a été inspiré aussi, on y reviendra. Ça dure 28 minutes, c'est disponible sur YouTube, hein, d'ailleurs, c'est tombé un petit peu comme ça dans le domaine public. Et alors, niveau distribution, on a quand même des acteurs, actrices, on a un narrateur aussi, Jean Negroni, qu'on a pu entendre dans beaucoup de voix off. Et sinon, les personnages que l'on voit, ce ne sont pas en fait des actrices acteurs de métier, mais plutôt des réalisateurs, peintres, sculpteurs. Il y a même un conservateur en cinéma qui est là. Donc c'est intéressant ça, parce que ça raconte beaucoup de choses. Et alors, cette histoire est assez simple sur le papier. Au début, on va voir un homme, enfin un enfant, pardon, qui va euh, voir un homme mourir sur la jetée de l'aéroport d'Orly. Et cet homme est observé par une femme. Ça va le marquer à vie. C'est l'image marquante de ce personnage que l'on retrouve des années après, après une apocalypse qui a détruit Paris et pratiquement le monde entier. Après la Troisième Guerre mondiale, les gens vivent sous des souterrains et cet homme est, on va dire, recruté de force pour une expérimentation, pour un voyage dans le temps. Parce qu'il s'avère que, avec cette image cristallisée en lui, il peut subir des sauts dans le passé, même dans le futur, là où d'autres malheureusement n'ont pas pu revenir et sont complètement devenus fous. Le fait d'avoir cette mémoire marquante lui permet de subir tout cela. Et donc, pourquoi l'envoyer dans le passé, etc., afin de trouver peut-être la source, enfin, des vivres, ou empêcher la catastrophe, etc., etc. Et puis il va se passer beaucoup de choses. Il va rencontrer une femme, voilà, dans ce voyage. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Ce qui importe ici déjà, c'est d'avoir l'avis de notre cher Sid Faiz ici présent. À quel point tu apprécies ce film et est-il vraiment important à tes yeux dans l'histoire du cinéma? Alors, il n'est pas important pour moi, mais Oui. après, je l'avais rencontré à l'université, il me semble, de mémoire. Il n'est pas important pour moi, mais quand tu parles d'œuvre ultime, c'est plutôt une œuvre qui est mondialement connue. Elle a traversé l'Hexagone. Mm. C'est une œuvre qui mêle beaucoup de choses, qui traverse beaucoup d'idées et comment dire, d'éléments de cinéma, Mm. puisqu'on est en face d'une succession de photographies. Et donc après, dit succession de photographies, on pense tout de suite au cinéma même, que là, c'est même pas ce qu'on peut appeler et je crois que c'est précisé d'ailleurs au début dans l'introduction, un roman photo, c'est plutôt un photoroman, Oui. Oui. la nuance qu'ils opèrent. Et en cela, ça nous montre aussi une véritable. Et c'est pour ça que ce film, je trouve, doit être connu et chéri. Ça nous montre une liberté dans le ton, une liberté aussi dans le sujet. On dit souvent, bon, en France, faire de la science-fiction, c'est compliqué, mais on peut voir avec cet exemple de 1962 que les gens ne reculaient devant rien et étaient acceptés pour le travail qu'ils faisaient à l'époque, en 62. C'est un travail de reconstitution d'univers, de fiction en photographie. C'est finalement ça aussi que je garde, puisque moi je suis monteur, donc tout d'un coup créer des chocs et des liants entre différentes photos qui, semble-t-il, n'ont rien en commun. Ça, c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose auquel j'aspire aussi en tant que monteur. C'est un film qui me donne à voir comment dire, des perspectives de création. Oui, c'est vrai. Et ça s'il faut, je pense que quand des fois on est dans une impasse créative, il faut se restimuler quelque part, souvent en voyant des films, mais c'est peut-être mieux de revenir sur des films un peu plus libérés de contraintes, comme celui-ci, je trouve, pour se ressourcer. Pour moi, c'est là quand
quand on a décidé de faire ce podcast, parce que j'avais recroisé son chemin sur YouTube, je l'avais posté assez simplement sur Twitter, Ouais. et je ne l'avais même pas revu quand je l'ai posté sur Twitter, tu vois. Et quand tu m'as dit que tu voulais faire un podcast, du coup, je l'ai revu, et là, je me suis rendu compte que je l'avais bien oublié. Et que j'avais qu'une image, tu vois souvent ce que dit Samir de Microciné, l'image marquante. C'est ça, Moi, exactement. l'image marquante, c'était la première image du film, c'est un espèce de dézoom très violent sur cette espèce de piste-là de piétons, avec le bruit de Ouais. l'aéroport. Oui, c'est marrant Et, parce que... et, c'est- et c'est- c'est mon image marquante, parce que c'est vraiment le truc où, enfin, il y a une espèce de son comme ça, très, très, très fort, avec ce dézoom très violent. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà, j'ai pas utilisé le terme image marquante par hasard, j'ai pensé aussi à notre cher Samir, Mhm. parce que c'est Ouais, un film qui est une constellation d'images marquantes et qui parle d'une image marquante en plus. ouais. Cet enfant qui voit donc un homme mourir, il est confronté pour la première fois donc, à ça, à un décès, et puis à cette femme qui elle-même voit ce que l'enfant voit, donc il y a une sorte d'échange là-dessus. Il va y avoir forcément une importance dans l'intrigue, dont on révélera deux, trois choses pour une zone spoiler qui n'en sera pas spécialement une, et c'est pour rentrer dans certains détails, notamment la postérité du film. Et c'est amusant parce que quand tu as posté ça sur Twitter il y a quelques jours maintenant, presque semaine, enfin à peu près, hein, j'avais envie de le revoir, et je m'étais d'ailleurs mis dans un coin de la tête de me le refaire avant la fin de l'année parce que je savais qu'il fêtait ses 60 ans. J'aime bien les comptes ronds comme ça, Ouais, ouais. c'est amusant. Et je l'avais vu il y a 5 6 ans. Il m'avait marqué. C'est un film qui m'avait profondément marqué. Je crois que même que je l'avais vu avant encore, quand j'avais, bon, après ma découverte du film qui l'a influencé, mais ça on révélera après, mais bon, tout le monde connaît l'histoire, hein, je pense. Et bon, c'est peut-être la troisième fois que je le vois là, et je l'ai vu à la fois différemment, tout en me remémorant des souvenirs du visionnage précédent. C'est intéressant parce que quand tu as beaucoup voyagé dans le cinéma, voilà, en plusieurs années, tu vois des films, etc., tu sens que ce film on va dire, a été presque matriciel de certains réalisateurs, etc., par la suite. Et c'est surtout presque avant-gardiste. Bon, le voyage dans le temps, ça avait déjà été traité en fiction, hein, depuis H.G. Wells, voilà. Mais là, il y a quelque chose de neuf, je trouve, pour les années 60, d'autant plus que c'est ancré dans une réalité. Là où la machine à voyager dans le temps, bon, c'était un petit peu, ouais, on imagine l'avenir, tout ça, bon. Mais ici, Chris Marker inclut son histoire dans une peur très contemporaine de l'époque, les années 60, la guerre froide. C'est même avant la crise des missiles à Cuba, hein. Et donc cette peur d'une troisième guerre mondiale qui détruirait tout sur son passage. Et il faut savoir que Chris Marker, il a été profondément marqué, sans faire de mauvais jeu de mots, par la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a notamment travaillé avec Alain Resnais sur Nuit et brouillard, c'est pas un hasard. Et donc, il vivait peut-être cette peur à l'époque. Il a peut-être voulu s'émanciper de cette peur à travers cette fiction-là. Et tu as parlé de liberté, c'est très intéressant parce que ça prouve que sur le papier, avec peu de moyens, bon, il fallait quand même recréer certains éléments pour constituer l'univers, mais avec des photos et tout, tu peux créer une magnifique fiction en travaillant les cadres, parce que toutes les photos, enfin la plupart des photos sont pensées en amont, j'imagine, notamment vers la fin, hein, sans en parler là maintenant, mais quand même il y a deux trois trucs très très forts. Et tu parlais justement, succession de photos, c'est ça le cinéma. Là, on n'est pas dans le 24 images secondes, on n'est même pas dans le 24 images minutes, hein. Mais c'est comme un cinéma au ralenti qui cristallise, qui fige le temps presque. Et c'est un film sur le temps. Mm. Donc je pense que la narration même, le choix du photoroman, même s'il avait eu peut-être la possibilité de filmer cela, je pense que il y avait une volonté derrière de, de peser un discours sur le temps, je pense. Et sur la mémoire aussi, parce que les mémoires, les souvenirs qu'on peut avoir, c'est comme des photos qui s'inscrivent dans notre esprit. Et c'est exactement ce qu'il a voulu défiler ici. Puis après, il y a un destin très touchant, parce que ça parle d'amour, ça parle donc de souvenirs, de guerre, de survie. C'est très riche, c'est très foisonnant pour 28 minutes. Ce qui prouve d'ailleurs qu'en peu de temps, on peut raconter beaucoup, beaucoup de choses. Et on parlait en off de quelque chose de très important aussi, la force du langage, au-delà, avec des textes très bien écrits et très bien narrés par Jean Negroni. Ça aussi, c'est marquant. Je pense que quand tu ressors d'un visionnage
bien sûr, tu as les images en tête, mais tu as aussi des textes, une voix vibrante derrière qui met ça en force, avec des petits moments aussi de murmure en allemand là, par les scientifiques. Oui. C'est presque flippant, il y a presque un côté... oui, il y a un côté angoissant dans ce film, mais à la fois poétique. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, tu, tu as dit que voilà, tout le film était, semble-t-il, voilà, en arrêt, Ouais. en ralenti, mais il y a quand même un moment qui est vivant, qui est Oui, bougeant, qui est en mouvement. c'est vrai. C'est le moment, c'est un plan Un en réveil, mouvement où la femme se réveille. c'est ça. Et c'est beau, d'ailleurs. Et alors, c'est vrai que c'est très beau, mais c'est d'autant plus beau parce que le reste est fixe. Ouais. Même si là, on voit qu'il y a une espèce de sursaut du mouvement dans les plans, c'est l'idée que le personnage est tombé amoureux d'une image d'une personne qui n'est Oui. plus là, Ouais. puisqu'elle est dans le passé et avec la guerre, elle est sûrement morte. Donc, la personne est tombée amoureuse pardon, d'une image morte. Oui. Et par ce mouvement, cette personne réanime cette femme morte avec L'illusion. ce mouvement en accélération de cadence d'image, C'est ça, c'est l'illusion d'un amour, d'un personnage qui n'est plus là. Et évidemment, là, ça convoque... comme l'illusion du mouvement. Oui, voilà. Et c'est là où on peut penser, du coup, à l'influence majeure. Parce que La Jetée a été influencée par quelque chose. Par un film que Chris Marker adorait plus que tout. Qu'il avait vu des dizaines de fois. Surfroid, Vertigo de Hitchcock. Et tu ressens cela aussi sur cette quête euh, impossible d'un amour, voilà, sans en dire plus non plus, mais aussi avec le plan au milieu du séquoia coupé. Alors je sais pas si c'est un Mm. séquoia on l'a jeté, mais un arbre en tout cas, qui ici d'ailleurs ne va pas référencer le passé, etc., mais qui va se diriger en dehors de l'arbre vers l'avenir. C'est intéressant de voir que Chris Marker a été obnubilé par un des films majeurs de Hitchcock, hein. Même si beaucoup l'ont peu aimé à l'époque. C'est vrai qu'il n'a pas eu de succès, un grand succès sur Froide peu après sa sortie, mais voilà, à l'époque de Chris Marker, c'était pas forcément le Hitchcock que les gens vénéraient. Et là, il va récupérer cela et presque en faire une relecture en mode science-fiction post-apocalyptique, mais on voit l'obsession derrière. Il y Et, a, il y a l'idée de boucle, ouais. oui, c'est ça. C'est vrai que dans Hitchcock, on a tous ces motifs de boucle tout le temps, à deux doigts de la psychanalyse, mais qui, bien sûr, fait penser au passé, etc. Mais là, forcément, la boucle, elle est là. D'ailleurs, je pense que, à moins que tu aies autre chose à rajouter, on peut directement maintenant aller en liberté révéler toute l'intrigue, parce que forcément, il y a des intérêts. C'est sûr que si on parle de Ah, boucle, ah, oui, là, c'est ça. Disons que c'est pas l'histoire d'un film où quelqu'un noue son lacet, hein. Non, non, non. C'est une autre forme de boucle qui nous intéresse ici. Donc, spoiler, mais bon, allez le voir, le film. Là, 28 minutes, c'est cadeau. Vous revenez juste après, au pire. et il est sur YouTube C'est en bonne ça. qualité, Ah c'est oui, d'autant plus cadeau. c'est ça. Il était sur Vimeo à l'époque. Maintenant, il est sur YouTube. Il est partout. Et alors, spoiler, oui, il voyage dans le temps, en fait, hein, donc à travers ses expérimentations. Et donc la femme, enfin l'homme qui voit mourir au début, enfant, avec la femme en face, bah, il va retrouver cette femme. En fait, enfant, il a eu cette femme donc dans l'esprit, il l'a retrouvée dans ce passé et il voulait plus quitter ce passé dans ses voyages. Forcément, il était tombé amoureux, il a fait des petites sorties au musée avec elle, sauf qu'à chaque fois, il était ramené sur le présent pour aller accomplir sa mission, et même envoyé dans le futur, avec des gens du futur qui pourraient aider le passé. C'est intéressant de voir comment le passé et l'avenir peuvent aider le présent aussi. Mais en fait, enfant, quand il voit cet homme mourir, on parlait de boucle, c'est lui-même qu'il voit mourir. C'est là où on va à cause et conséquences, cause-effet, tout ça. C'est que si il n'avait pas vu ça enfant, il n'aurait pas pu faire sa mission, mais s'il n'avait pas fait sa mission, il n'aurait pas vu ça enfant. C'est traditionnel et c'est peut-être, je ne sais pas, comme ça là, je n'ai rien en tête de particulier, mais peut-être l'une des premières fictions majeures qui met en scène la boucle temporelle. Est-ce que tu as des exemples préalables? Voyage en temps, on en a, mais de boucle temporelle, Euh, Là, je n'ai c'est pas pas creusé la évident. question, donc sur le coup, ça me dit rien de Mais forcément, antérieur à 62, ouais, mais c'est je pense ouais, qu'il y a peut-être moyen de peut-être trouver. dans des écrits.
Peut-être dans des romans, ça a dû se faire au moins Oui, par la oui. fiction écrite. Mais quand tu vois ça, tu vas penser à James Cameron, hein, Terminator. Bon, toute la saga Terminator, on va dire donc les deux premiers, hein. Bon, allez, le troisième, pour être gentil, marche sur la boucle aussi, hein, Oui, forcément, hein. Retour vers le futur aussi, puisqu'on Aussi, a évidemment. des scènes qui ne sont pas exploitables si la boucle n'est pas bien ficelée. C'est ça. Il y a aussi un film là qui est un peu plus récent, je crois qu'il date daté de 2014, un truc comme ça, Prédestination, Ah avec Ethan oui, Hawke. oh là là, là, c'est plus que là, c'est la boucle ultime, là, hein. Là, c'est le Il y a aussi, il y a paradoxe du aussi un autre grand-père. film qui est plutôt, lui, il est un peu plus discret, ça s'appelle Primer. Ah oui, alors discret, mais alors hyper complexe, hein. J'avoue, je l'avais Oui, vu une il faut fois. s'accrocher. Ah, c'est le film le plus scientifique de science-fiction possible. L'effet papillon aussi, Oui, qui a ce côté-là. c'est vrai. Et alors, Chris Marker avec La Jetée a plus qu'inspiré un autre film. C'est qu'en gros, on a eu Terry Gilliam qui est arrivé, qui a fait l'Armée des 12 singes, 30 ans après, un peu plus de 30 ans, qui est clairement un remake de La Jetée, mais développé avec une idée de virus à la place de la Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est dire à quel point ce film a laissé une trace. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'Armée des 12 singes que je me suis intéressé à La Jetée. Moi, je me souviens de ce générique, donc avec le bandoneon argentin, là, où on voyait au début référencé sur La Jetée de Chris Marker. Et j'étais persuadé, quand j'avais découvert donc l'Armée des 12 singes, que c'était un bouquin, moi. Non, 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 c'est un court métrage. C'est ça qui est génial. Et bon, après, le film va ailleurs, mais il y a évidemment aussi des références à Vertigo dans l'Armée des 12 singes. Donc là aussi, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et quand je parlais tout à l'heure d'histoire du cinéma, c'est intéressant de voir que dans le film, l'expérimentateur qui est assis là, est joué par un homme qui était conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique. Et à l'endroit où ils ont tourné, dans les souterrains, là, c'est là où on va avoir la Cinémathèque française qui va récupérer les bobines et tout. Donc, même dans le discours du film, indirectement et involontairement, l'histoire du cinéma s'écrit. c'est, Mm. euh, on dirait que le film a été prédestiné sur pas mal de choses aussi. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Après, c'est un gros hasard, évidemment, hein. On n'est pas en train de faire de la Ah bah, science-fiction. Mais... c'est des perspectives de décor, hein. C'est un film qui travaille aussi les décors de Paris. Ah oui, Donc, de très beaux souterrains déjà, d'ailleurs. oui, et en plus avec l'augmentation du travail de photographie en noir et blanc, ça rend le tout, la moindre lumière, vraiment très belle, quoi. Et puis bon, la fameuse jetée de Orly aussi, ça donne lieu à la fin donc à cette série beaucoup plus saccadée en montage, hein, de photographie. Là, on n'est pas loin des 24 images par minute quand même peut-être plus, je ne sais pas. Pas par seconde de toute façon, ça c'est sûr. Mais la course effrénée, qui sera reprise dans l'Armée des 12 singes, hein. Là pour le coup, il y a un vrai hommage. Euh, Bah, justement, dans l'Armée des 12 singes, c'est au ralenti. oui, je pense, bah, il Tu a vois, voulu donc on diluer. essaye d'essayer de décadencer l'image pour se rapprocher de la jetée, tu C'est vois. génial, c'est génial. Et alors, à la fin, c'est magnifique parce que là, là pour le coup, tu as vraiment l'impression de voir un film habituel presque. C'est par image subliminale, c'est particulier parce que on a tellement été travaillé sur le rythme jusque-là assez lentement. À la fin, ça s'emballe et tu as l'impression de voir le film sous les yeux dérouler. Mm. Et alors, il y a des choix aussi de cadrage, notamment quand l'homme tombe. On a la même photo sur trois plans distincts, je crois. Et moi, je trouve ça vertigineux avec d'ailleurs ce magnifique fond voilà, sur la jetée, le placement de la femme aussi. C'est là où on voit qu'il y a eu un énorme boulot préalable parce qu'il fallait placer les personnages, prendre les clichés au bon moment. Alors je ne sais pas si ce sont des clichés ou s'il a filmé, il a coupé après, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, hein. Mais tu as vraiment l'impression ici qu'on capte le moment ultime. Je trouve que c'est limite peut-être plus compliqué. Bon, il y a eu plusieurs tentatives, on imagine, hein, que de capter le plan parfait en mode filmé. Là aussi, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais la fin donc de la mort de l'homme, et, Mm. d'ailleurs on voit pas l'enfant, hein, c'est intéressant, on ne voit jamais l'enfant. Alors que dans l'armée des 12 singes, on le voit bien. Mais je ne sais pas ce que tu as ressenti à ce moment-là, mais la tragédie ultime, elle est là, quoi. Mais à la fois, il y a une libération. Parce que de toute façon, cet homme, il aurait jamais voulu. Il était condamné. Parce qu'il aurait. Ah, il semblerait que certaines photographies soient référencées sur des photographies existantes. D'accord. Ah oui, 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 carrément. Oui.
Que le plan de la mort du personnage, là, qui se tient dans une espèce de posture un peu étrange, Oui, de dos, là, le plan qui est de dos, ce soit une référence à la mort d'un soldat de je sais plus où. oui, Bon, la mort d'un ça soldat. paraît pas Ouais. très clair ce que ce que Si, je si, suis en train de c'est une dire, photo mais des années 30, ouais, je c'est crois. une référence précise à Je crois que c'était lors de. une photographie qui a été faite, et donc après il y a la posture qui est, Ouais. semble-t-il, euh, Je crois que c'était une photo qui avait. semblable. Je sais plus, ça a été pris en Italie ou en Espagne, l'un des deux régimes. C'est euh, la mort d'un soldat républicain, une photographie de guerre prise en 1936 par Robert Capa. Et D'accord, c'est quelque chose qui s'est passé. Ah, ça a été racheté par le magazine Life d'accord. en 1937. Donc c'est pour ça que ça a été médiatisé. Milicien républicain durant la guerre d'Espagne. D'Espagne, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, bah, justement, oui, il est, à la fin, l'homme qui meurt, c'est presque comme une victime de guerre. Parce que bah, c'est Ah bah oui, oui, la guerre bien contre sûr. la fin du monde, en fait. Et il a été Ouais. missionné en tant que soldat pour aider quelque chose. D'ailleurs, il réussit sa mission. Parce que les hommes et femmes du futur, il y en a, je crois qu'il y a des caméras au milieu du front. C'est assez intéressant. C'est l'homme à la caméra aussi, si tu veux. Là, on peut faire des parallèles, là, un peu loin. Mais il a réussi à obtenir l'aide, donc le monde sera probablement sauvé, enfin du moins l'avenir sera pérennisé déjà. Et en plus, ces gens du futur lui proposent de venir dans l'avenir et de vivre heureux. Mais il refuse, il veut retrouver cette femme, en sachant très bien que ce sera illusoire. Enfin, il ne le sait pas, mais il peut s'en douter. Il va courir vers elle sur cette jetée, mais il court à sa perte. Et, Mm. mais s'il n'avait pas pris cette décision, boucle temporelle oblige, eh ben, il n'aurait pas réussi sa mission et cette expérimentation aurait foiré. Elle n'aurait jamais eu lieu. Et il n'aurait jamais vécu cet amour, qu'il a vécu quand même, le temps de quelques promenades, le temps d'un réveil aussi, puisqu'il voit cette femme se réveiller. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans ce plan, parce que on peut pas capturer un réveil avec des photos, c'est difficile. Là, il fallait, comme s'il voulait d'ailleurs montrer l'allégorie d'un réveil pour un nouvel espoir, mais au final, quand on y pense, la femme va pouvoir peut-être vivre sa vie si jamais l'expérience a réussi. Peut-être que c'est Mm. ça sa grande victoire à l'homme aussi. C'est qu'il permettra à celle qu'il aime de vivre heureuse. Après, je ne sais pas, par rapport à l'endroit de la fiction dans le passé, à quelle distance ça se Après, c'est sépare flou. du conflit même. C'est flou, mais c'est vrai que là-dessus, il y a un truc qui est très vague. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que ça nous permet justement d'imaginer un peu ce que pourrait être le monde, etc. Mais c'est un film qui, en tout cas, reste dans l'esprit, quoi qu'il Ouais. arrive. Et alors, bah, après, Chris Parker a fait d'autres choses, mais personnellement, moi, je n'ai pas vu d'autres œuvres. Toi, je sais que tu as vu Sans Soleil. Bah, j'ai vu Nuit et brouillard en soi, c'est aussi à moitié son Ah, œuvre. moi, je conseille aussi vraiment les statues Mars aussi. J'aime beaucoup Oui, la narration et ce que ça dit aussi. ça a été fait avec Alain René aussi, il me semble, hein. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est aussi un court 32 minutes. D'accord. Bon, il doit être disponible facilement aussi. Oui, oui, je pense que ça, vous pouvez le trouver dans les bons coins d'Internet. Mais du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Tu l'avais étudié vraiment en école de cinéma? C'était dans le cadre de sessions sur le cinéma documentaire. Oui, Et on a vu plusieurs passages de Chris Marker, et donc celui-là où on s'est un peu plus penché dessus. On s'est plus penché sur les procédés ouais. et plus la valeur que le film a, mais après, il y avait d'autres choses, donc on n'est pas resté trop longtemps, mais ça a suffi pour, tu vois, quand même marquer et savoir qu'il est dans le coin. C'est-à-dire que je considère que le film ne doit en aucun cas être, en aucun cas disparaître, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens devraient regarder chez Chris Marker. Ouais. En plus, s'ils s'intéressent au montage. Je dirais presque, j'irais même plus loin, je dirais que Chris Marker est une excellente porte d'entrée pour un cinéma de montage comme pourrait être le cinéma de Godard. Ah oui, oui, c'est Chris vrai. Marker est plus évident dans ses effets que Godard. Et du coup, alors tu vois, ça reste aussi une énergie des années fin 50, début 60 et ainsi de suite. Je pense que quelqu'un qui a vu pas mal de films de Marker pourra peut-être un peu plus apprécier le travail de Godard dans un second temps, si la personne a vraiment envie d'aller pas à pas.
je lui conseillerais davantage le travail de Marker, Ouais. ces films importants, et après, au-delà, bien sûr, et après passer à Godard, parce qu'il y a aussi une appropriation de la culture de l'époque. Je veux dire, Ah tu vois, oui, j'ai eu du mal à me souvenir de cette photographie de soldats et tout ça, mais peut-être qu'à l'époque, c'était évident, cette photographie était ah, évidente. Donc oui, il y a aussi une appropriation de culture à l'époque par ces gens-là, par Chris Marker, bien sûr. Godard, Truffaut, etc., Alain René, qui n'est pas forcément évidente à apercevoir, à rencontrer aujourd'hui. Donc, je préférerais voilà, commencer par quelqu'un qui met les choses de façon peut-être un peu plus évidente comme marqueur, et après bifurquer, ne pas m'arrêter surtout, hein, bifurquer et commencer à aller voir chez d'autres qui travaillent un peu plus la forme, et comme Godard, et où les choses sont moins évidentes, où il faut faire un peu plus de travail, se plonger un peu plus dans l'époque. Donc c'est un marqueur, je trouve qu'il est totalement viable pour de l'apprentissage. C'est intéressant parce que le parallèle avec Godard peut être fait sur des films comme Le Petit Soldat aussi, qui est sorti, enfin qui a été fait plus ou moins à la même époque, et Chris Marker était aussi, on va dire, très marqué par la guerre Mm. d'Algérie. Et la guerre d'Algérie qui était sur sa fin à la sortie du film, elle était encore d'actualité. Et quand on pense que Godard a parlé, je crois que c'est dans Le Petit Soldat qui fait la référence à la photographie, c'est la vérité une fois par seconde, et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Je crois que c'est là. Et quand Je il ne pourrais pense, pas t'aider pour le coup. Je sais moi pas. si jamais par exemple Samir Microciné passe par là, il nous confirmera ou non, mais dans le sens où la photographie était aussi un travail très important pour Godard, et je rajouterais même sur le travail du noir et blanc, quand on y pense. Là j'ai plus en tête un film comme Vivre sa vie de Godard, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui avait un travail là-dessus, sur ce noir et blanc, un peu. Il y a cette esthétique du noir et blanc des années 60, de la nouvelle vague, entre guillemets. Enfin, je sais pas, j'ai ressenti cela aussi. Parce qu'il y a forcément ce travail-là, à l'époque. Mais il y a une liberté. Et c'est ça. Et la liberté d'un ton, déjà, parce que faire un film comme ça, bah, c'était pas évident. D'ailleurs, c'est amusant parce que tu as parlé de ça dans la construction des documentaires à l'école de cinéma, enfin à la fac, etc. Mais c'est peut-être l'une des rares œuvres de fiction de Chris Marker, qui fera beaucoup de reportages, docu et tout, enfin, avec des éléments très docu. Mais là, c'est une vraie fiction, même s'il prend peut-être des photos à droite à gauche, réelles forcément, mais il écrit une histoire derrière. Et je ne crois pas qu'il ait fait énormément d'œuvres de 100% fiction, hein, le monsieur, dans sa carrière. Ça a été quelqu'un de très avant-gardiste, qui s'est toujours intéressé aux nouvelles technologies, qui référencera son propre univers de la jetée plus tard, hein, notamment dans Sans Soleil, il me semble. Enfin. Et je pense que toute la carrière de Chris Marker doit être très liée à ce film, mais pas que. Mais oui, il y a pas mal de ponts à faire, je pense. Ce serait intéressant de savoir si Godard appréciait le travail de Marker. J'imagine qu'ils ont dû se croiser, ça c'est certain. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Et tu sais quoi? Là, on a parlé pratiquement autant de temps que la durée du film. Donc je pense que le petit clin d'œil est là. C'était mon but en fait, de faire durer ce... Sans même avoir encore travaillé, tu sais, vraiment, tu vois, sur les Ah images, oui, l'esthétique de comment il cadre, ah bah de de toute comment en façon. fait il structure les scènes, tu vois, parce que là, tu vois, on a parlé de façon générale, mais c'est plus une idée d'appâter, tu Ah vois, mais ça, tes viewers, de leur dire ce film est important, prenez le temps de le regarder, que rentrer dans de l'analyse profonde de comment ouais. est structuré, à quel moment il fait du fondu et à quel moment il fait du cut, pourquoi l'un et pas l'autre. Tu vois, enfin, Ah il y aura oui, oui, beaucoup oui. plus de questions vraiment profondément dans le film à creuser, à questionner, mais je pense que là, ce serait l'objet d'un tout autre travail. Mais ça pourrait être, voilà, si jamais il en a l'idée, l'ami Samir, un jour, hop, il prend des images du film, je sais qu'il l'a déjà fait, Ah oui, et il oui, en oui, oui. discute avec des gens. Ça, c'est... On est en train de lui donner une idée, là. Ouais, attention, ne lui donne pas Non. l'idée de faire une semaine spéciale Chris Marker parce Oh, il en que serait capable. Et là, moi, je me suis embourbé chez Samir pour un podcast spécial sur ah là un là, réal. Ça me semble, ça va être beau. ça semble peu à peu, tu vois, virer de bord sur autre chose. Donc, ne lui donne pas des idées. Ça va être beau, mais bon, on a aussi une pensée Oui, pour l'ami Desgadi, qui aime beaucoup le travail de Chris Marker, notamment Sans Soleil, Artopolis et tout. Voilà, c'est vrai qu'un cinéaste, Chris Marker, qu'on cite peu, mais qui, paradoxalement, on le sait, a été très important. Même si on le cite peu, il suffit d'avoir vu au moins une de ses œuvres pour savoir qu'il a été important. Eh bien, oui. Officiellement, on aura fait plus longtemps que Et du la coup, fin. vis-à-vis de ce que tu viens de dire, je te remercie d'avoir pris rapidement
le rendez-vous avec moi pour parler de ce film et le mettre en lumière à nouveau. Oui, il fallait le C'est mettre. important en effet, ouais. C'est ça, c'est un film voilà, en plus, qui est disponible facilement, qui est pas long, donc aucune excuse de ne pas le découvrir si ce n'est pas fait. Et on aime beaucoup hein, ces films qui marquent l'histoire du cinéma, au-delà même de notre appréciation personnelle, qui personnellement, bon, pour moi c'est un grand film, hein, évidemment, mais voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, et merci aussi à toi d'avoir reposté ça sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, parce que, vous voyez, c'est les hasards de la vie comme ça, Ouais. qui font que, etc., on puisse croiser des discussions et des regards sur le cinéma, des échanges éternels, parce que, vu tous les films qu'il existe dans l'immensité du cinéma, on pourrait parler de cela pendant des générations et des générations. Il faudrait être immortel pour parler de tous les films, et encore, comme il y en aurait d'autres, de toute façon, on ne Mais pourrait c'est pas. pour ça, là, tu vois, sur Twitter, tu partages un peu ce que tu veux. Moi, je partage des choses qui ne sont pas forcément liées à ma chaîne, mais qui sont aussi liées à mon parcours. Et du Ouais, coup, si tout d'un coup je croise quelque chose qui me plaît lié au cinéma, tu vois, j'utilise ma chaîne pour le partager ou sans aucun scrupule, quoi. non mais c'est ça, c'est Et pour... il faut essayer d'avoir le réflexe de ne pas se dire, ah, tu vois, mes réseaux sociaux ne sont que pour mon émission. Non, 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 c'est non. aussi. Il y en a bien qui utilisent leurs réseaux sociaux de gaming pour se plaindre auprès de EDF ou de Orange ou des trucs comme ça. Donc, je pense qu'on peut aussi utiliser nos réseaux sociaux pour partager des connaissances ou des articles Oui, qui nous ont plu en tant que personne et pas en tant que créateur de l'émission telle ou telle. c'est ça. C'est plus agréable d'utiliser les réseaux sociaux pour partager et débattre et discuter plutôt que de faire autre chose avec. On ne dira rien. Oui. En tout cas, bah, merci à toi et Merci à toi. on se retrouvera pour d'autres aventures à la volée comme ça. Ah bah j'espère bien. Ah bah oui, mais ça, c'est que le Avec début. plaisir en tout cas. Que le début d'une aventure qui a déjà commencé avec, à l'époque, le plongeon il y a quelques semaines, rappelle-toi, Ouais. plouf. Donc là, après, après le plongeon, on est remonté sur la jetée. Il fallait quand même bien que je passe une petite blague pour finir, hein, c'est obligé. En tout cas, le mot de la fin, hein, le fameux. Déjà, hop, hop, hop. Et vous, dans les commentaires, balancez aussi hein, vos ressentis sur ce film, si pour vous il est très important, etc. Parce que on discute, mais entre nous, mais on dialogue avec vous aussi à travers donc vos mots ci-dessous ce podcast. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao.